Brandon Moore avait toujours cru connaître sa femme. 28 ans de mariage, cela devait bien signifier quelque chose. Bâtir des fondations assez solides pour affronter les tempêtes de la vie. À 52 ans, les tempes grisonnantes, il était directeur logistique à Charlotte, en Caroline du Nord. Melissa, 49 ans, organisatrice d'événements d'entreprise, était sociable, extravertie, pleine d'énergie. Leurs deux filles avaient déjà quitté la maison. Rachel travaillait comme designer à Boston. Sophie était en master à Atlanta. Il ne restait plus qu'eux deux, naviguant sur les eaux calmes d'un mariage mûr. Du moins, c'est ce que Brandon pensait jusqu'à il y a 3 mois. Melissa avait toujours eu des dîners professionnels, des clients exigeants, des événements qui s'éternisaient. Brandon ne lui posait jamais de questions. Il lui faisait confiance. Mais dernièrement, tard signifiait presque minuit, parfois même après. Et quand il appelait inquiet, ses réponses étaient chargées d'irritation, comme si se soucier d'elle était une sorte de crime. Le jeudi soir, la goutte d'eau fit déborder le vase. Brandon était dans le salon quand il jeta un œil à l'horloge. 23h40. Melissa était partie à 19h pour un dîner d'affaires. Il prit son téléphone et appela. Elle répondit à la 4e sonnerie, sa voix étouffée par la musique et le brouhaha ambiant. Salut, je voulais juste voir si tout allait bien, si tu en avais encore pour longtemps, dit Brandon, essayant de paraître décontracté. Sa réponse fut comme une gifle. Ne m'appelle pas, je ne t'appartiens pas. Sa voix était froide, tranchante, remplie d'un mépris qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Brandon resta assis dans le salon, le téléphone à la main, le silence de la maison résonnant comme une chambre vide. Ces mots n'étaient pas seulement de l'impolitesse. C'était du dédain, de la distance et quelque chose de bien pire. Quelque chose qu'il ne voulait pas nommer, car le nommer le rendrait réel. Il ne put dormir cette nuit-là. Allongé dans le lit qu'il partageait depuis près de 3 décennies, il fixait le plafond, son esprit tourbillonnant. Melissa rentra juste avant 1h du matin. Il entendit la porte du garage, la voiture, puis des pas dans l'escalier. Brandon fit semblant de dormir. Quand elle entra dans la chambre, il sentit sur elle un parfum différent, une note subtilement masculine mêlée à son parfum habituel. Ce n'était pas son eau de Cologne à lui, c'était quelque chose de plus cher, de plus raffiné. Melissa ne dit pas un mot. Elle alla directement à la salle de bain et prit une douche. L'eau coula pendant près de 20 minutes, comme si elle cherchait à laver bien plus que la fatigue. Quand elle se glissa enfin dans le lit, elle se tourna de l'autre côté, son téléphone sous l'oreiller, sans un mot pour lui souhaiter bonne nuit. Brandon continua de fixer le plafond, sentant l'espace entre eux s'étirer sur des kilomètres. Le lendemain matin, vendredi, il se réveilla tôt avant elle. Une idée avait pris forme pendant sa nuit blanche. Il descendit discrètement, entra dans le bureau, alluma l'ordinateur et prépara une cafetière bien serrée. Assis dans le fauteuil en cuir qui grinçait légèrement, il se connecta à leur compte bancaire joint. Ils avaient toujours eu une transparence financière totale, payaient les factures ensemble, se faisant une confiance aveugle. Du moins, c'est ce qu'il avait cru jusqu'à cet instant. Les relevés des 3 derniers mois racontaient une histoire que Brandon ne reconnaissait pas. Des réservations dans des hôtels-boutiques du centre-ville de Charlotte, des endroits chics où il n'était jamais allé avec elle. Le Château Inn, $450 la nuit,
5 fois. Le Rose Boutique Hotel, $380, 3 fois. Des dîners dans des restaurants français onéreux, avec des notes de 250 à 400 $, toujours les soirs où elle prétendait travailler. Des achats dans des magasins de luxe pour hommes. Des chemises Brooks Brothers à 200 $ pièce. Des cravates à 150 $. Des parfums Dior et Tom Ford à 300 $. Une montre fossile à 700 $. Le tout débité sur leur carte commune au cours des 90 derniers jours. Brandon eut la nausée. Il imprima les relevés, page après page, attrapa un stylo rouge et surligna chaque transaction suspecte, organisant tout par ordre chronologique, griffonnant des notes dans les marges. Son expérience en logistique lui avait appris à suivre des pistes, à relier les points, à repérer les schémas. Et ce schéma-là était d'une clarté aveuglante. 35 000 $. Elle avait dépensé 35 000 $ en 3 mois. Quand Mélissa descendit pour son café, il était déjà 8h30 le samedi matin. Elle était apprêtée, maquillage impeccable, un chemisier en soie bleue qu'il ne lui connaissait pas, un pantalon ajusté, des talons hauts, bien trop élégante pour un samedi à la maison. Je rejoins un client pour discuter d'un événement, expliqua-t-elle avant qu'il ne puisse poser la question. Brandon était assis à la table de la cuisine, les relevés étalés devant lui comme les cartes d'un jeu sinistre. Bonjour, dit Mélissa en se dirigeant vers la machine à café sans même le regarder. Brandon ne répondit pas. Il se contenta de pousser les papiers vers elle. Le bruit des feuilles glissant sur la table la fit enfin se tourner. Elle se figea, tasse à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux balayant les pages. Son visage se vida de toutes couleurs. Sa main se mit à trembler. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, la voix mal assurée. Brandon se pencha en avant, les bras croisés sur la table, les yeux rivés sur les siens. « Ça, Mélissa, c'est notre compte joint, notre compte commun, celui sur lequel nous avons toujours été transparents. » Il pointa les marques rouges. « Peux-tu m'expliquer ces réservations d'hôtel? Le Château Inn, 5 fois. Le Rose Boutique Hotel, 3 fois. Ces dîners à 300 et 400 $? Et ces achats chez Brooks Brothers, des chemises, du parfum, une montre à 700 $? Mélissa ouvrit la bouche, la referma, puis tenta. Ce sont des dépenses professionnelles, Brandon. J'organise des événements, je dois visiter des lieux, évaluer des hôtels, inviter des clients. Inviter des clients, répéta Brandon, d'une voix dangereusement calme. Tu invites des clients dans des hôtels boutiques, tu réserves des chambres à 400 $ pour des réunions, tu achètes des cadeaux de luxe pour hommes à des clients, tu as des dîners romantiques avec des clients à 23 heures, pour ensuite me dire au téléphone que je ne suis pas ton propriétaire? Il se leva, la chaise raclant le sol. Qui est-ce, Mélissa? Qui est l'homme qui dépense notre argent pendant que tu me traites comme un gêneur parce que je m'inquiète pour toi? Sa voix flancha. Tu exagères. C'est ridicule. Tu es paranoïaque. Tu tires des conclusions hâtives. Mais pendant qu'elle parlait, ses mains tremblaient, sa voix se brisait, son regard fuyait le sien. Brandon frappa la table de sa main, pas avec violence, mais assez fermement pour faire tinter les tasses. Ne me prends pas pour un idiot, Mélissa. Ne m'insulte pas en faisant semblant que je suis stupide. J'ai 3 mois de preuves ici. 3 mois de mensonges documentés. 35 000 $. Alors je te le demande encore une fois, et cette fois je veux la vérité. Qui est-ce? Le silence était écrasant. Mélissa se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient les larmes de quelqu'un qui est pris au piège. C'est Justin, murmura-t-elle enfin. Justin Carver. Brandon
eut l'impression de recevoir un coup de poing. Justin Carver, ce client de ton agence, le promoteur immobilier marié, le père de 3 enfants que vous traitez comme un client VIP? Melissa hocha la tête. C'est arrivé comme ça. Des déjeuners de travail, des conversations. Il me comprenait. Il me faisait me sentir spécial. Pas comme toi, toujours enfoui dans tes feuilles de calcul. Brandon laissa échapper un rire amer. Je me soucie de toi. Je t'appelle à 23 heures pour savoir si tu vas bien. Et tu me dis que je ne suis pas ton propriétaire. Très bien, tu avais raison. Tu ne m'appartiens pas. Il se leva, rassembla les relevés dans un dossier et la regarda avec une froideur qu'elle ne lui avait jamais vue. Parfait. Alors, ne reviens pas à la maison. Melissa était abasourdie. Qu'est-ce que tu dis, Brandon? Attends, on peut parler. C'était une erreur. Brandon attrapa ses clés de voiture. Je dis exactement ce que tu as besoin d'entendre. Ce mariage est terminé. Tu veux ta liberté? Tu l'as. Mais pas dans ma maison, pas avec mon argent, et pas à mes dépens, pendant que je joue le rôle de l'idiot. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta et se retourna. Tu as jusqu'à dimanche soir pour prendre tes affaires. Après ça, je change les serrures. Et Mélissa? J'espère qu'il valait 35 000 $ et 28 ans de mariage. Il partit, monta à l'étage, s'enferma dans la chambre et appela Richard Patterson, un avocat spécialiste du divorce qu'un collègue lui avait recommandé. Brandon Moore. Bonjour. J'ai besoin de vos services. Ma femme a une liaison. Elle a dépensé 35 000 $ de notre argent pour son amant ces 3 derniers mois et j'ai tous les documents. Êtes-vous disponible aujourd'hui? Le rendez-vous fut fixé à 14 heures. Melissa tenta de le joindre toute la journée, frappa à la porte, envoya des SMS, laissa des messages vocaux en pleurs, jurant qu'elle pouvait tout expliquer. Brandon ignora tout. Il agissait en pilote automatique, mu par une clarté froide qui venait de la certitude qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Lors de sa rencontre avec Richard Patterson, Brandon présenta les relevés, expliqua la chronologie des faits et demanda quels étaient ses droits. L'avocat, un homme de 60 ans avec 3 décennies d'expérience, examina les documents. La Caroline du Nord est un État de distribution équitable des biens. Avec la preuve que des fonds conjugaux ont été utilisés pour soutenir une relation extra-conjugale, vous êtes en position de force. Elle a utilisé son email professionnel pour organiser des rendez-vous, ajouta Brandon. L'avocat sourit. Ça, c'est de l'or, Brandon. Si elle a utilisé les ressources de l'entreprise pour faciliter une relation avec un client, c'est une violation de leur politique. Avez-vous accès à ces emails? Brandon confirma qu'il le pouvait. Faites-le aujourd'hui, immédiatement, avant qu'elle ne supprime tout. Dans les jours qui suivirent, Brandon agit avec une précision chirurgicale. Il accéda à l'ordinateur et récupéra les emails depuis la sauvegarde cloud que Melissa avait oubliée. Ce qu'il trouva était dévastateur. Des échanges explicites avec Justin Carver, des plaintes à propos de Brandon, le qualifiant de prévisible et ennuyeux, alors que Justin était excitant et aventureux. Brandon ne ressentit aucun plaisir, seulement une profonde douleur et, paradoxalement, la confirmation que sa décision était la bonne. Il copia tout et l'envoya à son avocat. Le tournant arriva quand Brandon, sur les conseils de Richard, prit des décisions qui allaient tout changer. Avec l'approbation de son avocat, il prépara 2 dossiers. Le premier fut envoyé anonymement à Catherine Carver, la femme de Justin. Aucune note, juste les preuves.
Relevé bancaire surligné, capture d'écran des messages entre Justin et Melissa. 2 jours plus tard, Justin appela Melissa en panique, hurlant. Sa femme avait tout découvert, l'avait mise à la porte devant leurs 3 enfants et avait demandé le divorce. Il rejeta toute la faute sur Melissa, l'accusant d'avoir ruiné sa vie avant de lui dire qu'il ne voulait plus jamais la voir. La deuxième partie du plan fut encore plus dévastatrice. Brandon envoya une plainte anonyme et détaillée au service des ressources humaines de l'entreprise de Melissa. L'agence, qui avait une politique stricte contre les relations entre employés et clients, lança une enquête interne. Confrontée aux emails envoyés depuis son ordinateur professionnel, Melissa ne put nier. Elle fut licenciée pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Le divorce fut rapide et brutal. Face aux preuves irréfutables de la faute et du détournement de fonds conjugaux, le juge fut sans équivoque. La division des biens favorisa lourdement Brandon. Il garda la maison, la majeure partie de leurs économies et son fonds de retraite. Il ne fut pas tenu de verser la moindre pension alimentaire à Melissa. 6 mois après cette confrontation, la vie de Brandon était complètement différente. Il avait vendu la grande maison, acheté un appartement moderne en centre-ville avec vue sur le lac. Il se mit à voyager, chose qu'il avait reportée pendant des décennies. Il passa du temps avec ses filles, renouant avec elles d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis leur adolescence. Il réalisait qu'à 52 ans, sa vie ne s'achevait pas. Au contraire, elle commençait un nouveau chapitre. Melissa, elle, faisait face à une réalité bien différente. Sans emploi, sans domicile, sa réputation ruinée, elle emménagea dans un petit appartement bon marché. Justin avait disparu de sa vie. Ses filles, à qui Brandon avait tout raconté, étaient profondément déçues. Leur relation était devenue froide, distante. Un après-midi d'automne, près d'un an plus tard, Brandon était dans son café préféré quand il vit Melissa entrer. Le hasard. Elle paraissait plus âgée, les cheveux en désordre, le regard éteint. Elle l'aperçut, hésita, puis s'approcha. « Brandon, dit-elle d'une voix faible, je peux te parler 1 minute? Il la dévisagea un long moment, puis désigna silencieusement la chaise vide. Elle s'assit. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? J'ai jeté 28 ans, une famille, une vie entière, pour une illusion qui a duré quelques mois. Pour rien. Brandon prit une lente gorgée de son café, le regard tourné vers le lac calme. Tu as tout jeté parce que tu as consciemment choisi l'illusion plutôt que la réalité. Parce que quand j'ai essayé d'être présent, quand je t'ai appelé inquiet, tu m'as dit que tu ne m'appartenais pas. Et tu avais raison, Mélissa. Tu ne m'as jamais appartenu. Mais le mariage, ce n'est pas une question de propriété. C'est un choix délibéré, un engagement volontaire, un respect mutuel. Et tu as choisi différemment. Tu as fait le mauvais choix. Mélissa se mit à pleurer en silence, les larmes ruisselant sur son visage, mais Brandon ne ressentit aucune de la compassion qu'il aurait pu éprouver 1 an plus tôt. Il ne ressentait qu'une sorte de paix résignée, l'acceptation que le passé était le passé et ne pouvait être changé. « Je suis désolée, murmura-t-elle, la voix brisée. Je suis désolée pour tout, pour chaque mensonge, chaque dollar dépensé, chaque fois que je t'ai blessé. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Brandon l'interrompit, doucement mais fermement. Je te crois sincère, mais tes regrets n'effacent pas ce qui s'est passé. Ça ne rend pas le temps perdu. Ça n'efface pas les mensonges. Ça ne reconstruit pas la confiance détruite. Ça n'annule pas les choix que tu as faits à plusieurs reprises, consciemment, pendant des mois.
Tu voulais la liberté, et maintenant tu l'as, toute la liberté du monde. Et moi aussi. Il se leva calmement, laissa un billet de 20 $ sur la table pour les cafés et ramassa son livre. Il la regarda une dernière fois, sans haine ni amour, juste avec une neutralité distante. Prends soin de toi, Mélissa. Vraiment, j'espère que tu trouveras la paix un jour. Il sortit du café sans se retourner, monta dans sa nouvelle berline, achetée avec une partie de l'argent de la vente de la maison, et retourna à son appartement. Ce soir-là, il devait dîner avec un groupe d'amis rencontrés dans un club de randonnée qui se réunissait chaque samedi. Des gens intéressants, avec leur propre vie et leurs propres histoires, qui le voyaient simplement comme Brandon, pas comme le mari trahi, ni comme la victime d'un scandale, juste lui-même. La vie suivait son cours, comme toujours. Et Brandon comprit enfin profondément ce que signifiait vivre libéré du poids d'un passé bâti sur des mensonges, libéré d'un mariage qui était devenu une farce. Il était libre d'une manière qui n'avait rien à voir avec son statut matrimonial, mais tout à voir avec la paix intérieure. Mélissa resta seule dans le café, à la table où Brandon l'avait laissée, fixant la tasse vide dans laquelle il avait bu, réalisant trop tard, avec une clarté brutale et douloureuse, que la liberté sans loyauté n'était pas vraiment la liberté. C'était juste la solitude sous un autre nom. Elle avait délibérément échangé un homme qui l'aimait sincèrement, qui avait construit toute une vie à ses côtés, qui avait été là pour chaque moment important, contre quelqu'un qui s'était évanoui au premier signe de difficulté, à l'instant où la relation avait cessé d'être pratique et excitante. Elle avait ignoré les appels inquiets d'un mari dévoué, et maintenant, elle n'avait absolument personne à appeler, personne qui se souciait de savoir où elle était ou si elle allait bien. L'ironie était cruelle, mais parfaitement juste. Brandon avait reconstruit sa dignité et sa vie sur les ruines de leur mariage, brique par brique, choix après choix. Mélissa apprenait à ses dépens que certains mots, une fois prononcés, ne peuvent être repris. Certaines décisions, une fois prises, sont irréversibles. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. La leçon n'était pas écrite dans des discours éloquents ou des déclarations dramatiques. Elle était gravée dans la réalité concrète que chacun d'eux vivait désormais. Lui était réellement libre et renouvelé, reconstruit, en paix avec lui-même. Elle était techniquement libre, mais émotionnellement et socialement vide, vivant avec les conséquences directes de ses propres décisions. Et c'était peut-être là la plus grande des vengeances, la plus profonde et la plus durable. Vivre bien, pleinement, authentiquement, pendant que celle qui vous a trahi, vous a menti et vous a rejeté affronte seule les conséquences inévitables de ses propres actions. La justice, Brandon l'avait appris, ne prend pas toujours une forme spectaculaire. Parfois, elle consiste simplement à vivre sa meilleure vie, tout en observant de loin, avec une indifférence sincère, la personne qui vous a abandonné s'enfoncer sous le poids de ses propres choix. C'était la forme de guérison la plus puissante qui soit. Le but n'était pas de détruire la personne qui vous a fait du mal. C'était de se reconstruire soi-même pour devenir quelqu'un de meilleur encore. C'était transformer la douleur en sagesse, la trahison en liberté, une fin en un nouveau commencement. Brandon avait enfin compris que le meilleur chapitre de sa vie n'était pas derrière lui, piégé dans un mariage fondé sur le mensonge. Il était devant, attendant d'être écrit avec honnêteté, authenticité et une paix véritable.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.